1, 2, 3. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts pour cette news rocambolesque. On va revenir un petit peu dans le passé pour poser un contexte. Première chose à savoir, c'est que fin mars dernier, il y a eu un énorme hack qui a eu lieu. Durant ce hack, un hacker ou une équipe, a réussi à dérober 625 millions de la blockchain qui est derrière le jeu NFT Axie Infinity. Tout simplement, il y avait un bridge, et le bridge était garant de la sécurité de ses assets. Ils ont réussi à corrompre le bridge, et ils ont réussi à posséder assez de clés pour pouvoir faire en sorte que le multisig leur donne accès à ces fonds-là. Ils ont donc pu siphonner les fonds et en faire ce qu'ils voulaient avec. Ça, du coup, on n'avait pas plus d'informations que ça, on savait juste qu'il y avait au minimum 5 des multisigs qui avaient été volés sur les 9 et du coup qui ont été utilisés contre. Pour le petit contexte, tout simplement un multisig, ça permet de faire en sorte qu'une seule personne ne puisse pas valider une transaction. Par exemple, eux, ils avaient une multisig avec 9 éléments, donc on va faire 9 petits carrés. Une multisig, c'est une sécurité supplémentaire. Par exemple, quand toi, tu vas venir faire une transaction, tu as juste besoin d'une signature, parce que multisig pour multisignature, pour valider ta transaction. Ok. Eux, vu qu'ils gèrent des fonds qui sont quand même assez importants, on va pas se mentir, ils utilisent une sécurité supplémentaire, c'est qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent signer la transaction pour la valider. Dans ce cas de figure, eux ont 9 wallets qui ont le droit de valider, et il faut au minimum que 5 de ces wallets-là viennent signer, viennent dire « oui, on est d'accord pour que la transaction se passe ». Peu importe lesquelles, ça peut être là par exemple dans l'ordre là les 5 premières, mais ça peut également être celle-ci, celle-ci et celle-ci. Peu importe, il faut donc pour qu'une transaction passe que au minimum 5 wallets viennent signer. Donc si un hacker a envie de hacker le protocole, il va devoir s'amuser pour avoir accès au minimum à 5 wallets différents. Petit fun fact pour l'explication comment ça fonctionne une multisig. Avance rapide, nous sommes maintenant le 6 juillet et il y a un article qui est paru sur The Block qui explique comment cette chose est arrivée. Et vous n'êtes absolument pas prêts parce que c'est une méthode très classique mais qui a été fait de façon très propre. C'est du social engineering et évidemment avec du phishing. On connaît, c'est des techniques assez classiques, mais là ils se sont fait passer, en fait les mecs qui ont organisé ça se sont fait passer pour une entreprise qui voulait recruter un des bonhommes qui était ingénieur chez Axie Infinity. Et ils ont fait en sorte que ce soit très intéressant pour lui de dire oui. Tout simplement, ils lui ont présenté une offre et ils lui ont dit écoute, si tu nous rejoins, tu vas gagner X euros en plus. Et en plus de ça, tu vas avoir une compensation parce que tu as quitté ta boîte et du coup, nous, on va te payer une certaine compensation. A priori, ça devait être assez intéressant parce que le mec s'est quand même dit ouais, why not, on va checker. Et comment est-ce qu'il a pu checker cette offre ? Il a dû télécharger un PDF. C'est ce fichier PDF là pour une offre d'une boîte qui n'existe absolument pas, qui en fait a contaminé son ordinateur via un virus et qui a permis au hacker de prendre le contrôle de 4 validateurs parce que finalement en fait ce virus là il a pu passer d'ordinateur en ordinateur sur le réseau de chez Axie Infinity. Complètement dingue. Ça veut juste dire que les PDF en fait ne sont absolument pas safe. Clairement, je pense que c'est la première conclusion qu'on peut avoir là derrière, mais comme je te l'ai dit dans mon exemple, là on en avait juste 4. On n'en avait pas 5. Donc ils ont dû trouver une méthode pour réussir à choper un 5e. Et là en fait ils ont utilisé quelque chose qui s'appelle le Axie Infinity DAO. Et ils ont réussi à hacker aussi de ce côté-là et à choper la validation. Ce qui fait qu'ils ont pu avoir en fait le 5e coche. Et donc qu'ils ont pu faire à peu près ce qu'ils voulaient parce qu'ils ont pu avoir accès au protocole et du coup au fond du bridge. Complètement délirant comme histoire de te dire qu'un mec qui envoie un mail avec un PDF dedans arrive à dérober 625 millions. Complètement dingue. L'idée derrière cette vidéo, c'est d'aller un petit peu plus loin et de te parler un petit peu de sécurité. Parce qu'en réalité, faire de l'argent avec la crypto, c'est cool, mais faire en sorte que cet argent-là, il reste dans ton wallet et que tu gardes le contrôle de cet argent-là, c'est un petit peu mieux. La sécurité, c'est le genre de truc dont tout le monde s'en fout, sauf le jour là où il y a un problème et là où la sécurité, là ça devient le truc number one, là où tu te rends compte que merde, si j'avais juste fait ça, j'aurais pas perdu une somme à X chiffres. Ça peut vraiment être très dégoûtant. Du coup, l'idée c'est juste de revoir un petit peu les bases en termes de sécurité. En même temps, ça fait un petit contenu bonus à la vidéo et je pense que ça peut être très intéressant. Première chose, c'est que d'un point de vue sécurité, il faut savoir que ton wallet, malheureusement, il y a la clé qui est enregistrée sur ton ordinateur, que tu le veuilles ou non. Ton wallet, par exemple, disons que tu utilises MetaMask sur ton ordinateur, du coup, t'as la petite icône là. C'est un fox, j'ai même pas le mot en français, c'est un renard ? Ouais, c'est un renard. T'as la petite icône là avec le renard, du coup t'as ton fameux petit renard que je dessine très bien évidemment. Et malheureusement il y a la clé privée
de ton application qui va être stocké via ton ordinateur. Donc n'importe qui arrive à avoir accès à ton ordinateur et qui le fait de façon évidemment pas très legit mais plutôt malencontreuse dans l'objectif de te hacker, peut choper cette clé privée. C'est le défaut si tu vas venir juste créer un compte MetaMask, c'est que n'importe qui peut avoir accès à ton ordinateur d'une façon ou d'une autre et qui sait ce qu'il fait, hein, évidemment, c'est pas donné à tout le monde, il faut quand même avoir des connaissances complexes à ce niveau-là, et peut potentiellement choper cette clé privée et l'utiliser pour pouvoir se login via lui, son ordinateur, et pour pouvoir en fait choper, dérober ce qu'il y avait sur ton MetaMask à toi. Pas cool, et du coup ça c'est quelque chose qui est assez courant et qui se fait assez facilement. Il suffit en fait de faire installer un software. En général ça va être des fichiers un petit peu scameux, donc des .exe que toi t'as pas demandé et qu'un mec va t'envoyer, par exemple sur Twitter ou alors sur n'importe quel autre site, mais ça peut également se faire sous d'autres formats. Comme tu as pu le voir, par exemple, eux ils ont utilisé un .pdf. C'est moins commun parce que un .pdf, on va pas se mentir, ça donne confiance. Si tu télécharges un truc, c'est un .pdf, il y a moins de soucis de ce côté-là. Évidemment, ça va dépendre de la sécurité. J'ai vu il y a pas longtemps que les .docs aussi étaient .docs qui avaient des macros en fait, pouvaient être assez dangereux et qu'il fallait essayer éviter de les utiliser. Et je m'adresse surtout aux personnes qui reçoivent beaucoup de demandes pour des partenariats ou autres, parce que je sais que vu que je gère plusieurs projets, si tu veux, je reçois assez souvent des demandes de partenariat. Souvent, on m'envoie des fichiers .docs, on m'envoie des fichiers .pdf, c'est des risques supplémentaires à prendre. En règle générale, je demande aux gens qui me l'envoient via un lien sur Drive, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sûr. Mais en règle générale, j'évite, ou alors directement sur un site web si tu veux. Mais c'est ce genre de trucs là qui peuvent être plutôt cool parce qu'à partir du moment là où tu as l'archive sur ton ordinateur, parce qu'en général il t'envoie ça via un WinRAR, comme ça c'est pas détecté comme un virus, et bien à partir de ce moment là, tu évites tous ces risques là. Voilà, donc c'est le petit truc bon à savoir. En général, si vous recevez des mails qui vous disent téléchargez ça, X, Y, même si ça n'a pas l'air d'être un scam et que c'est quelqu'un qui veut vraiment vous contacter pour une offre, que ce soit une offre d'emploi, que ce soit un partenariat ou autre, méfiez-vous. En règle générale, je ne télécharge jamais de .docs, à moins que ce soit vraiment des trucs urgents ou alors que ça vienne de mes copains que je sais qu'ils n'ont pas les compétences pour faire ça, tu vois. Et encore, c'est une mauvaise pratique parce que finalement, tu peux te dire, il y a peut-être quelqu'un qui a hacké mon pote pour pouvoir accéder à moi via cette méthode-là et du coup, mon raisonnement s'effondre complètement. Bref, soyez toujours ultra méfiants sur ce genre de trucs là. Le mieux pour éviter ce genre de risque, c'est clairement d'utiliser un autre ordinateur à part et de l'avoir connecté à un autre réseau. Alors tu vas me dire c'est totalement extrême comme façon de faire, il y en a une autre qui est un petit peu plus simple, c'est tout simplement d'utiliser un wallet physique. Parce que le souci, c'est que ton MetaMask, il va avoir tout stocké, ta clé privée sur ton ordinateur. Mais ton wallet physique, la clé, elle est stockée directement sur ton wallet physique. C'est-à-dire qu'à partir du moment là où ton wallet physique, il n'est pas branché, en fait c'est hors ligne et du coup même s'il y a un virus sur ton ordinateur ou quoi, il va pas pouvoir passer, il va pas pouvoir choper l'information et il va pas pouvoir la renvoyer de façon malicieuse à un attaquant par exemple. Aussi ce genre de technique là, par exemple avec du phishing ou autre, en règle générale ce sont des choses qui sont ciblées. On va pas faire une attaque de masse comme ça, on va essayer vraiment de cibler, faire du social engineering pour obtenir le maximum d'informations sur une personne et essayer de la cibler elle. Du coup, en général, c'est pas plutôt la masse qui va se faire attaquer par ce genre de procédé, mais ça va plutôt être les gens qui ont des comptes, ou alors les gens qui ont des gros comptes, par exemple, qui font la promotion de leurs gros comptes, ou alors par exemple des gens qui travaillent en partenariat avec des projets ou autres, qui ont l'habitude, par exemple des VC ou autres, qui vont avoir l'habitude de télécharger des .docs, des .pdf pour voir les présentations, même des .powerpoint, etc. Voilà, petite mise en garde de ce côté-là. Du coup, le fixe, le plus simple, et qui va vraiment aider la majorité des gens, parce que la majorité des gens ne sont pas dans ce cas de figure là, ça va être vraiment d'avoir une clé mais qui va être stockée sur un wallet physique, par exemple un Trésor, par exemple un Ledger, par exemple n'importe quelle autre marque, peu importe, mais c'est vraiment ce genre de sécurité là qui est très intéressante parce que là même s'il y a un virus qui va venir attaquer ton ordinateur, il ne va pas pouvoir accéder à ta clé privée et du coup il n'y a pas de souci de ce côté là parce que la transaction, la clé privée elle est partagée uniquement au moment de la connexion et c'est vraiment ce moment là qui est clé et qui permet, sans mauvais jeu de mots, de pouvoir passer ta transaction à toi et de vérifier que tu es bien le possesseur de cette clé privée. Voilà, donc en règle générale, c'est vraiment ça ce qui est très très intéressant. Aussi, chose pour les utilisateurs plus classiques qui n'ont pas des comptes, qui reçoivent pas des mails, qui se font pas pitcher toutes les 2 secondes, il y a également énormément de messages par exemple que tu peux trouver sur Twitter. Je sais qu'en général, quand tu vas sur Twitter et que tu tapes MetaMask,
il y a énormément de trucs de scam qui apparaissent. Il suffit de taper MetaMask, tu vas voir tous les tweets sur lesquels il y a un MetaMask qui apparaît, là où il y a écrit littéralement MetaMask, en dessous, il va y avoir plein de mecs qui vont essayer de t'arnaquer, qui vont se faire passer pour le support de MetaMask, etc. C'est peut-être pas le bon exemple celui-là parce qu'effectivement il y a des adresses de gens, mais il y en a plein en dessous desquels tu vas pouvoir voir directement, par exemple là, lui, il a répondu ça, tu vas voir en dessous, alors I just claim du coup il t'envoie vers un support par exemple qui est totalement scameux. Ici il t'envoie de nouveau vers un autre support, ici, I claim mine, tac, tac, ici il t'envoie vers un site, etc. Ce genre de choses là, c'est le genre de site qui peut par exemple te demander ta passphrase et c'est la chose à ne jamais donner. On est donc du coup sur des social engineering, phishing, etc. On est sur des trucs absolument pas cool et il faut éviter de faire ça. Ça, je sais que c'est commun dès que tu vas sur Twitter, dès que tu tapes MetaMask, il y a des bots qui pop et qui vont répondre à ton thread ou alors à ton message directement avec un lien pour t'aider ou machin. Non, c'est pas des mecs normaux, c'est des bots qui font ça pour essayer de choper des adresses gratuitement. C'est des techniques de masse, évidemment, si t'es un petit peu renseigné, ça ne fonctionne absolument pas. Il y a carrément la même chose qui apparaît sur Discord, je vais pas te montrer mes conversations, mais en général, je reçois pas mal de spam, ce sont des projets ou autres qui veulent lancer, etc. Ils te disent, va sur ce site, ou alors fais confiance, on utilise ce site, on a changé d'adresse, ce genre de choses-là. Ne va pas là-dessus, ne fais pas confiance à ce genre de choses et bloque directement tous les messages qui viennent de personnes que tu ne connais pas ou alors de serveurs à partir desquels tu ne peux pas faire confiance aux gens qui les utilisent. Ce genre de pratique, c'est très intéressant parce que ça te permet d'éviter énormément de spam et je te dis sur certains jours, je peux en recevoir 5 à 10 par jour et c'est loin d'être cool. Ça dépend vraiment donc de ce que tu fais. Évidemment, si tu gères un serveur Discord, c'est plus difficile de dire non, je bloque absolument tout le monde, mais tu peux le faire d'une autre façon, par exemple en ajoutant les gens en amis avant de faire en sorte qu'ils puissent t'envoyer des messages privés. C'est une autre technique, c'est une autre alternative. Voilà. Donc ça, c'est vraiment 2-3 petits trucs de sécurité que je pense qui sont très intéressants et ça vaut le coup de mettre ça en avant, notamment parce que c'est des techniques de hack qui existent et t'en es peut-être pas la cible aujourd'hui, mais qui sait demain ce qui va nous prévenir, ce qui peut arriver, et ce genre de technique plus élaborée, peut-être que ce sera utilisé pour aller choper la masse qui utilise tout ce qui est MetaMask, etc., plutôt que de faire du ciblage directement à l'heure actuelle. Voilà. Donc petite mesure de précaution, vaut mieux être au courant de ça, de savoir comment ça se passe, comment on peut se faire hacker et de quelle façon, et de pouvoir le prévenir. De toute façon, la méthode la plus sûre, la plus simple, c'est toujours d'utiliser une clé privée via un wallet physique. Et en général, moi j'utilise directement Appaire avec un MetaMask. Du coup, comme ça, je peux faire toutes mes transactions sur la DeFi et j'ai la sécurité en fait du wallet physique. Voilà au niveau sécurité, si c'est intéressant ou pas. Meilleurs tips, n'hésite pas à implanter ça si t'as pas encore un wallet physique. Clairement, ça devient très intéressant à partir du moment où tu as des sommes que tu ne peux pas te permettre de perdre sur ton MetaMask. C'est à toi de définir à partir de quand, évidemment. Mais en général, quand tu dépasses les 500, 600, 1000 euros sur ton MetaMask, c'est le moment de passer à ce type de sécurité-là pour être sûr que tes fonds ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Voilà. Évidemment, j'ai pas parlé des exchanges et autres, mais en règle générale, je recommande pas de garder son argent sur des exchanges parce que la régulation peut changer très vite. On peut bloquer tes fonds ou autres. Je pense que tu l'as vu très récemment avec Voyageur, avec BlockFi par exemple aussi qui a bloqué ses fonds. Bref, il y en a plein qui ont bloqué leurs fonds récemment pour les utilisateurs et du coup, les utilisateurs ne pouvaient plus récupérer leur argent et c'est assez embêtant si tu es l'utilisateur de ces plateformes-là. Voilà. Du coup, évite ce genre de choses. Préfère avoir ton argent directement sur des wallets qui sont non custodiales, du coup qui n'appartiennent pas à d'autres entités que toi. Si tu ne possèdes pas ta clé privée, évidemment, les fonds qui sont sur ta clé, qui ne sont pas sur tes clés privées, ce ne sont pas tes fonds. Merci à toi pour ton attention et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!